Alors, on va commencer dans ce chapitre par le grand A, la propagation de la lumière. Normalement, ça fait partie du programme du collège, mais je ne suis pas sûre que vous l'ayez tous vu. Donc, fluotage. Ce qu'il faut savoir, c'est que la lumière, elle se propage en ligne droite. Il est impossible d'isoler et de voir un rayon lumineux. Ce que l'on voit au mieux, quand on a l'impression de voir par exemple la lumière des phares d'un véhicule la nuit, c'est la poussière ou les gouttes d'eau éclairées. Alors ça, c'est un peu les connaissances du collège. Par exemple, le soleil est une source primaire de lumière. Elle émet la propre lumière qu'elle produit. Les gouttes d'eau ou la lune ne sont que des sources secondaires de lumière, c'est-à-dire qu'elles renvoient la lumière qu'elles reçoivent. Alors, sur nos exercices, on représentera un rayon de lumière par un segment fléché qui indique le sens et la direction de propagation. Donc, le rayon, c'est la direction, la flèche, c'est le sens. Vous voyez, il y a toujours un sens de propagation. Et il faut se souvenir que la lumière, elle part toujours d'une source, bien entendu. Au cours de sa propagation, un rayon peut changer de milieu transparent. Il peut rencontrer du verre, il peut rencontrer de l'eau, il peut rencontrer du plexiglas, il peut rencontrer une pierre précieuse transparente ou translucide. Donc c'est le phénomène de réfraction. Donc on flotte au cours de la propagation. Changer de milieu transparent, c'est ce que l'on nomme la réfraction. Définition de la réfraction, à savoir par cœur. C'est le changement de direction d'un rayon lumineux lorsqu'il traverse une surface de séparation. Lors du TP, vous avez vu, on change de couleur, qu'il y a une toute petite partie de la lumière qui est renvoyée dans l'air. Notre faisceau partait du laser, il arrivait sur le demi-cylindre en plexiglas, et puis il y avait un rayon qui repartait dans l'air. Donc, une partie de la lumière est réfléchie vers le milieu d'origine. On parle du phénomène de réflexion. Donc les mots réfléchi et phénomène de réflexion sont à compléter. Si ça va trop vite, vous mettez bien sûr la vidéo en pause. Tout ceci donnera lieu certainement à un test de leçon, mais pas le lundi 3 avril, puisqu'il y a, je vous rappelle, le contrôle sur le chapitre 5 et 6, puisqu'a priori pour le 27 mars, personne ne m'a répondu pour vous surveiller. Point vision. Le cerveau interprète la lumière qu'il reçoit en traitant le trajet en ligne droite, sans tenir compte de la réflexion ou de la réfraction. Bon, vous mettez sur pause le temps d'écrire ça. On va essayer de chercher une petite vidéo. Ça cherche, ça cherche. La vidéo arrive, elle est là. Alors, vous voyez, le poisson est ici. Il émet de la lumière, mais lorsqu'elle change de milieu transparent, elle est réfractée. Le cerveau, lui, il reçoit ce rayon lumineux, donc il extrapole que le poisson, il est ici. Or, le poisson, il est bien en dessous. Vous voyez, il voit le poisson ici, mais le poisson, il est là. Ceci est dû à la réfraction. On peut changer l'indice du milieu transparent, et vous voyez que ça fait changer l'inclinaison entre les deux. Ça marche dans les deux sens, bien sûr. Donc, on aperçoit un décalage. Vitesse de la lumière dans les milieux transparents. Fluotage.
L'indice de réfraction noté n est une grandeur sans unité. Donc l'indice de réfraction, vous devez savoir qu'il s'appelle petit n et il n'a pas d'unité. Donc au moins, on s'affranchit des conversions dans ce chapitre. Vous devez savoir qu'il caractérise le milieu et surtout qu'il ne peut être que supérieur ou égal à 1. Il donne également une indication de la vitesse de la lumière dans le milieu transparent. Alors, ce qui suit n'est pas à savoir. Je vous le mets par acquis de conscience et pour que vous compreniez pour certains. Donc, vous le notez dans ce vide, mais vous ne l'apprenez pas. Donc, l'indice de réfraction petit n, c'est en réalité le rapport de la vitesse de la lumière dans le vide, qu'on appelle C pour célérité, sur la vitesse de la lumière dans le milieu transparent. Donc, une vitesse de la lumière, c'est en mètres par seconde. Et une vitesse de la lumière au dénominateur, c'est également en mètres par seconde. Ce qui veut dire que si je divise des mètres par seconde par des mètres par seconde, eh ben, j'obtiens un résultat sans unité. Ah. Il veut me le mettre dans l'équation, je ne comprends pas. C'est pas grave, vous obtenez un résultat sans unité. C'est pour ça que l'indice de réfraction est sans unité. De plus. Il n'y a rien de plus rapide, donc ça vous l'écrivez. Par contre, le reste, vous devez le savoir. C'est la célérité de la lumière. Vous devez connaître sa valeur. C égale 3,00 fois 10 puissance 8 mètres par seconde. C'est une vitesse limite. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il n'y a rien qui va plus vite. C'est pour ça que petit n, l'indice de réfraction, est toujours supérieur à 1. Parce que rien n'est plus grand que C. Donc ça, vous devez le savoir. Ça, pour ceux qui veulent aller en première spé, c'est bien de le retenir, mais je vous rappelle que cette formule n'est pas au programme. Donc à côté, vous écrivez formule de n HP. Comme ça, on l'apprendra. Les indices de réfraction, hormis l'indice de l'air et du vide qui vaut 1, les autres ne sont pas à savoir. Soit ils seront donnés dans l'énoncé, soit on vous les fera calculer avec la loi de Snell-Descartes que nous avons vue en TP la semaine dernière. Justement, les lois de Snell-Descartes. Avant, il faut faire un point vocabulaire. Le dioptre. Alors, on va faire un code couleur. Toutes ces définitions sont à savoir, il faut savoir compléter le schéma. Donc le dioptre, c'est la surface de séparation entre les deux milieux transparents. Donc là, vous lisez milieu 1, là, vous lisez milieu 2, donc c'est cette droite qui sépare les deux milieux. Le point d'incidence, c'est le point auquel le rayon de lumière touche le dioptre. Sachant que le petit cœur, c'est pour le point vocabulaire entier. Donc, les points d'incidence, il y en a des milliers, une infinité. Ça dépend où j'envoie mon faisceau laser ou mon rayon de lumière sur le dioptre. Donc en l'occurrence, il est ici, puisqu'on voit que tous les rayons se rejoignent ici. Donc point d'incidence, par exemple, je vais le faire en vert pour ma part.
Alors, la normale, c'est une droite imaginaire qui est perpendiculaire au dioptre. On a l'habitude de la placer au point d'incidence. Donc la normale, je vais par exemple la mettre en jaune et elle se cache ici. On continue. Le rayon incident. C'est le rayon qui arrive sur le dioptre. Donc c'est celui-ci. On ne faut pas oublier la flèche. D'ailleurs, sur les schémas que vous aurez complétés, c'est comme ça que vous le distinguerez du rayon réfracté ou réfléchi. Parce que le réfléchi, c'est celui qui repart dans le même milieu, et le réfracté, c'est celui qui est dévié dans le second milieu. Donc le rayon réfracté, vous le repassez de la même couleur que le mot réfracté. Je ne vous ai pas fait légender le rayon réfléchi, je n'ai pas mis la définition. Ce schéma et les définitions sont à savoir par cœur. Alors, pourquoi la normale est aussi importante? Eh bien, parce que tous les angles se mesurent ENT, j'ai fait une faute, par rapport à la normale. Remarque, le rayon peut également s'éloigner de la normale. Donc, qu'est-ce que cela signifie? Voyez qu'ici, l'angle d'incidence est plus grand que l'angle de réfraction. Donc là, quand le rayon lumineux traverse le dioptre, c'est-à-dire passe dans le milieu 2, il se rapproche de la normale. Il y a des cas où il s'éloigne, on le verra plus tard quand on gérera la loi mathématique. Les lois de Snell-Descartes, elles sont au nombre de 3. La première est celle souvent que les élèves comprennent le moins bien. Heureusement, ce n'est pas la plus importante. Le rayon incident, le rayon réfléchi et le rayon réfracté se situent dans un même plan. C'est-à-dire, quand nous avons fait l'expérience mardi dernier, vous aviez bien le rayon incident et le rayon réfracté qui étaient sur le disque tournant. Donc un plan, je vous rappelle, en mathématiques, c'est un espace à 2 dimensions. Donc le rayon incident et réfracté sont bien dans le même plan. S'il y a un rayon qui était venu vers vous, ça aurait été un espace à 3 dimensions, puisqu'il y avait une longueur, une largeur et une hauteur. La deuxième loi, c'est la loi de la réflexion. Et on retiendra que l'angle réfléchi, I'1, est égal à l'angle d'incidence. Quand on remonte, I1 égale I'1. Vous pouvez mettre le code mathématique. Je ne sais pas si vous en souvenez, les angles, on met des petits traits dessus. Et quand deux angles ont la même mesure, on met le même nombre de traits. Donc, par exemple, ici, on mettait un trait, ici un trait, et sur celui-ci, 2 traits, puisqu'il est différent des autres. Et enfin, la loi de la réfraction, c'est celle que nous appliquerons dans les exercices. Elle dit que N1, donc l'indice de réfraction du premier milieu, multiplié par le sinus de l'angle d'incidence, est égal à l'indice de réfraction du second milieu, multiplié par l'angle d'incidence, de réfraction, sinus I2. Ce qui est très agréable dans cette loi, c'est que les sinus des angles n'ont pas d'unité et les indices de réfraction des angles, comme nous l'avons dit, n'ont pas d'unité. Donc, sans unité. Ces 4 grandeurs, vous écrivez sans unité.
Et donc, ceci est à apprendre par cœur. Donc, nous aurions dû nous arrêter là, puisqu'en 1 h 30, j'aurais vérifié les 3 exercices sur le champ, et nous les aurions corrigés, nous aurions fait ce petit bout de cours. Donc, il faut que vous ayez appris tout ça pour la prochaine fois que nous nous revoyons.